Yacine est un homme de scène, un mec qui fait du stand-up, qui prend un micro et raconte des histoires au public en face de lui. Il a décliné son goût pour la comédie à la télé, notamment dans Bref, au cinéma, avec Pop Rédemption, ou sur le web, dans l'histoire racontée par des chaussettes. Il a aussi fait quelque chose d'assez unique. Il a écrit un spectacle entièrement en anglais et l'a joué à Édimbourg pendant 1 mois. Oh, et il est allé dans les coulisses du dernier spectacle des Monty Python. En gros, Yacine a plein de trucs à nous dire, notamment sur le stand-up, comment ça marche, qu'est-ce que ça implique, et ça tombe bien, il est dans le 19e, qui sont ces gens. Là, je reviens d'Angleterre, là tout de suite. J'ai joué mon spectacle en anglais là-bas. J'ai joué un spectacle qui s'appelle Made in France, tout en anglais, qui est un spectacle que j'ai travaillé en anglais, donc j'ai joué à Édimbourg pendant tout l'été. Donc ça c'était au mois d'août pendant le Fringe. Exactement, pendant le Fringe, qui est un festival qui ressemble un petit peu au Festival d'Avignon, mais anglophone, et qui est un festival international. C'est-à-dire qu'ils accueillent des compagnies de partout dans le monde, et ils ont des internationaux, aussi bien que des gens qui viennent du Royaume-Uni, donc où il y a des Australiens, il y a des Coréens, il y a de la danse, du théâtre, c'est vraiment multidisciplinaire, et la comédie a une grande part là-bas. Et moi, quand je faisais du stand-up, j'étais dans le coin un peu stand-up du Fringe. Comment est-ce que tu es arrivé dans le Fringe comme ça? Est-ce que tu as juste dit, voilà, je fais un spectacle, je monte, je viens là-bas, ou est-ce que c'est... En fait, il y a eu plusieurs étapes. C'était que j'avais commencé à jouer en anglais un petit peu, dans la scène de Sébastien Marx, qui s'appelle le New York Comedy Night, qui est tous les vendredis à Paris. Donc j'avais un endroit où des fois j'allais, je jouais. À l'époque, c'était dans un endroit qui s'appelle le Pranzo, un endroit que beaucoup d'humoristes connaissent, parce que c'était un endroit où il y avait des scènes ouvertes, plein de plateaux, donc tout le monde se croisait un petit peu là-bas. Et moi, j'étais au Comedy Club, qui est juste en face. Donc j'ai commencé à jouer en anglais là-bas avec Sébastien Marx, je crois que c'était en 2008 ou 2009. Et au fur et à mesure, j'aimais bien, je trouvais ça rigolo. Ensuite, j'ai été de plus en plus en Angleterre. Donc j'ai commencé à voir à quoi ça ressemblait, mais je jouais pas, j'allais voir des spectacles vraiment en touriste. Et comme je suis un gros fan de Eddie Izzard, on m'a proposé de faire la première partie d'Eddie Izzard, parce que je l'avais rencontré à l'époque où on jouait ensemble au théâtre de 10 heures. On était dans le même théâtre, et moi je jouais pas au même horaire que lui, mais on s'est croisés plusieurs fois. On est en quelle année là, rappelle-moi? On est en 2011. D'accord. 2011, donc je le croise. Je l'avais déjà rencontré en 2007 par hasard après un spectacle. On avait discuté et c'était cool. Et puis en 2011, il est venu en France jouer son spectacle, c'est Stripped en français. Et là, donc on a plus discuté, et en 2013, il revient et il fait l'Olympia. Et je fais sa première partie à l'Olympia. D'accord. Donc j'étais hyper honoré, hyper content et tout. C'est incroyable. C'est une voiture quand même. Enfin, voilà, c'est un truc de malade. Pour moi, c'est complètement fou de pouvoir faire la première partie d'Eddie Izzard, qui est quand même un héros pour moi. Donc j'ai une énorme influence et tout ça. Et donc en faisant sa première partie, on se rencontre avant même que le jour de la représentation, parce qu'il vient en France un peu voir ce qui se passe, voir la salle et tout ça. On se revoit, il dit bah voilà, tu fais ma première partie, c'est super, mais pourquoi tu joues pas en anglais? Je dis je joue un peu en anglais, mais pas beaucoup. Il me dit tu veux pas faire 1 heure en anglais? Je dis si, mais il faut absolument que tu fasses Édimbourg, c'est super Édimbourg, le Fringe et tout, c'est comme Avignon, mais tout en anglais. Donc il m'a vraiment incité à le faire. Je pense que s'il n'y avait pas eu cette poussée-là, je ne l'aurais pas fait. Puis après, il m'a aidé là-bas, parce qu'il accueille des internationaux italiens, russes et allemands au sein du Fringe, pour essayer de promouvoir une culture très européenne, quoi. Il est très pro-Europe. Oui, parce que ce mec est fou, c'est-à-dire qu'il a fait son spectacle en français une fois, mais je crois qu'il en a fait un dans plein de langues en fait. Il a un spectacle, je crois, en italien, alors je sais pas, j'ai peut-être des grosses conneries, mais j'ai cru voir en russe. En espagnol. En espagnol. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'étais là quand il a commencé en espagnol. C'est-à-dire que il veut faire espagnol, russe et plus tard arabe. Wow. Si possible, il aimerait beaucoup. Mais il parle ces langues Il apprend. En fait, il apprend en ce moment l'espagnol, un peu le russe. Le français, il parle très bien. Et moi, j'ai vu une partie 15 minutes en espagnol, et vraiment 15 très bonnes minutes. C'est-à-dire qu'il a fait 1 semaine à Madrid. Moi, j'ai fait sa première partie en anglais cette fois, où j'ai réussi à aller jusqu'à 30 minutes. On parle de minutes, alors pour les gens, peut-être c'est chiant, mais le minutage est très important pour les stand-uppers. Faire 60 minutes de discussion,
c'est très long. Et là, comme on n'a pas de retour, on n'a pas un dialogue, c'est 60 minutes juste où toi, tu parles tout seul face à des gens qui espèrent rigoler. Donc en fait, chaque 10 minutes, chaque 5 minutes compte. Et on a un peu une étymologie, enfin pas comment dire, un jargon. Un jargon un peu chelou, on parle en minutes. D'accord. Voilà, et donc faire une demi-heure, pour moi, c'était incroyable, Ouais. tout en anglais. Parce qu'une demi-heure en français, ça va, c'est ma langue natale. Mais tout en anglais, c'était difficile. Et dans le même spectacle, Eddie faisait 1 heure en anglais. Et puis après, c'était la fin de son show. Et il revenait pour une sorte de rappel étrange où il disait OK, maintenant tout en espagnol. Et il faisait 15 minutes en espagnol. Donc ça, c'est en Espagne. Ça, c'était en Espagne. D'accord. Au mois d'avril dernier. Ok. Au mois d'avril 2014. Donc, comment Donc c'est 2013, pardon, je suis Oui, désolé, voilà. c'est tout confus. 2013, il me dit fais-le, vas-y, let's Ok. go pour ça. Je sais pas si je vais réussir à construire tout mon spectacle 1 heure en anglais. Je commence à me dire bah ouais, je peux le faire, j'ai plus de temps parce que mon spectacle est arrêté. Donc en France, donc j'ai beaucoup plus de temps pour faire. préparé. Ouais, à Paris, pour travailler des spectacles en anglais. Donc je vais des fois en Angleterre jouer et faire des petits pubs, des petits endroits. Vraiment, c'est des endroits qui sont très modestes, mais très sympas. Et au fur et à mesure, je commence à bâtir 1 heure et je traduis des bouts. Je fais le New York Comedy Night en France quand je peux et tout ça. Puis de temps en temps, je fais la première partie de Eddie comme en Espagne. Ça s'est très bien passé. Et puis finalement, au mois de juillet, j'avais à peu près 1 heure. Et 1 heure qui correspond à un spectacle vraiment pour nous. C'est-à-dire Avec une trame. avec une trame, avec des transitions, mais il y avait des choses qui ne passaient pas. Et donc il a fallu que j'apprenne à travailler ça. Et au fur et à mesure, j'ai vraiment bossé 7 heures pour pouvoir faire tout Édimbourg pendant un mois, quoi, parce que c'est 26 représentations, c'est tous les soirs. C'est quasiment c'est super chaud. Ouais. Ouais, c'est super chaud. Et c'est super chaud, mais c'est très grisant. C'est très agréable parce que tu fais que du stand-up, quoi. Tous les soirs, tu es sur scène. Il y a des gens qui comprennent, qui ont plus la culture. Alors, quand je dis qu'ils comprennent, ça peut paraître un peu dévalorisant pour le public de France, mais c'est parce qu'en France, le stand-up, c'est plutôt récent. Ça fait 10 ans qu'on dit le mot. Encore, depuis le Jamel Comedy Club, vraiment, les gens commencent à s'approprier ça. Mais je pense que pour tout spectacle, il faut une éducation. Je pense que à une période, louer des salles pour faire danser des gens, ça devait être super bizarre. Et maintenant, ça va. C'est correct, les gens acceptent ça. Le stand-up, c'est la même chose. Il faut laisser du temps aux spectateurs. Il faut éduquer les spectateurs à cette forme-là d'humour. Et je pense qu'elle est très intéressante parce qu'elle est très personnelle. Et que, donc ça peut être un... Pardon, j'ai presque renversé ma tasse de thé tellement j'étais ému par ce que je disais. Et je pense qu'en France, ça peut être un bon moyen d'exorciser des trucs. Ah ouais. Parce que tout le monde parlerait de lui, en fait, un peu plus. On a une formidable culture, mais je trouve que l'intérêt du stand-up, c'est justement d'entendre des points de vue, multiples points de vue. Alors, on peut le résumer forcément à, je ne sais pas si vous avez remarqué, et l'humour d'observation. Ok, c'est vrai que ça peut être le truc. C'est une forme de. C'est une forme, et ça peut être le truc dont on peut se moquer. Mais normalement, comme c'est à la première personne, puisque la personne parle en disant je pense que et je suis de tel endroit, ou voilà, c'est un véritable point de vue qui est assumé. Et je trouve que c'est forcément intéressant d'entendre les points de vue de chacun. Oui, puis c'est vrai que le stand-up, moi c'est le regard de spectateur que j'en ai, c'est vraiment une personne qui est sur scène qui raconte son histoire. Et ce qui fait que c'est drôle, c'est qu'il y a des choses qui lui arrivent. C'est parfois un clown triste. L'exemple que j'ai en tête, mais là encore une fois, peut-être que c'est des grosses conneries. Moi je dis ça en tant qu'amateur, c'est Louis C.K. qui a poussé l'exercice jusqu'au bout en faisant cette série Louis, qui, enfin moi la première fois que j'ai vu, j'étais surpris parce que c'était pas très drôle. En fait, c'est surtout c'est des histoires qui parfois même sont pesantes. Enfin, le mec déprime, il monte ça, et le stand-up, c'est le moment où il exorcise ça, où il monte sur scène, comme tu disais, exorciser. Je sais pas. Non, mais ça dépend des humoristes. Toi, C'est comment ça qui tu est bien. le vois, toi? Comment t'écris tes stand-up? Moi, ça change beaucoup, ça varie. Parce que dans un sens, même si ça fait un moment que je fais ça, je suis malgré tout, je suis un jeune comédien, donc ça varie beaucoup. Et c'est en fonction des envies, des expériences. C'est vrai qu'on utilise souvent sa vie comme base, et puis après, il faut donner un point de vue qui reste original, mais sans non plus imposer quelque chose aux spectateurs qui pourraient s'en foutre. Tu vois, si je donne mon avis sur les agrafeuses, peut-être que les mecs s'en foutent. Il faut quelque chose qui puisse les intéresser. Et ça, tu le sais seulement en essayant des choses. Donc, ma façon d'écrire, c'est plus en me prenant des bides, malheureusement. C'est le principe. Comme je dis souvent, je suis de l'école du bide. Si tu essaies un truc, tu vois, et si ça marche, c'est bien. Si ça foire, tu dis, je le mets de côté et j'essaierai autre chose. C'est ce qui fait que des fois, les sketchs sont originaux. Si tu essaies de raconter des blagues qui ont été déjà racontées 14 fois, mais
en changeant un mot, je pense qu'au bout d'un moment, les gens peut-être vont se lassent. Enfin, voilà. La façon d'écrire, c'est pas forcément en racontant sa vraie vie totale, mais c'est en s'inspirant ou en prenant ça comme base à une réflexion. Et après, trouver des blagues. En fait, finalement, la blague, la punchline, le truc qui fait rigoler les gens à la fin, si on a l'impression que c'est ça la trouvaille, moi je pense que la trouvaille, c'est plus le sujet et quel est l'axe du sujet. Est-ce que ça implique par exemple de réfléchir intelligemment et pas de faire des blagues à tout prix ? Ben ouais, en fait, l'idéal c'est de réfléchir et ensuite de trouver la blague. C'est-à-dire que de réfléchir à ce dont tu veux parler et savoir pourquoi ça te fait rire. C'est quasiment un truc éditorialiste en fait. Quasiment Ben, truc, après, tout dépend, tout dépend de ce que les gens veulent faire. Et voilà, moi, les blagues les plus bêtes me font rigoler aussi, hein, j'adore ça. Moi, quelqu'un qui fait un bruit de paix, je trouve ça peut me faire rire beaucoup. C'est pas pour intellectualiser le truc, c'est juste parce que des fois, on se retrouve tous à voir les mêmes lacunes de blagues et tout le monde, on va tous dans le même sens finalement. Tu vois, à un moment donné, il y avait ce que j'avais dit dans une chanson, c'est que tout le monde prend, quand on fait une analogie, on va souvent à dire est-ce que le mec il fait la même chose quand il va à la boulangerie? J'ai entendu 7 ou 8 fois cette analogie de boulangerie que j'ai moi-même fait et qui est un truc on peut les regarder et dire sérieusement on peut arrêter ces blagues sur est-ce que le mec le fait à la boulangerie parce qu'on en a marre et que c'est pas marrant, ça y est on l'a fait 17 fois et voilà, je pense que c'est important de réfléchir un tout petit peu maintenant parce que c'est un moyen d'avoir une proposition novatrice. Voilà, donc en fait, la clé du truc, si je pige bien, c'est l'innovation. Faut être frais. Non, c'est d'être proche de soi. Parce que si tu es proche de toi comme tu es unique, ça devient innovant. D'accord. On va reparler du Fringe et de Eddie Izzard et de faire du stand-up en plusieurs langues. Mais avant, je voudrais juste revenir sur quelque chose que tu as créé qui s'appelle les soirées première fois. Ouais. Que tu as monté avec Emilien Bernot. Exactement. Mime. Quel est le lien entre ces soirées première fois et toi, ton stand-up Qu'est-ce qui t'a motivé ? Moi, j'ai commencé en 2005 dans les soirées qui s'appelaient La Famille, des soirées d'un collectif qui s'appelait La Famille. C'était parce qu'on se connaissait très très bien et que c'était des potes, donc dans lequel il y avait Jackie Ido, Cédric Ido qui est réalisateur maintenant, Jackie Ido qui est comédien, avec Alban Ivanov, le comte de Boudarbala aussi passait souvent et comment ça s'appelle Grand Corps Malade. Okay, et on avait ces gens-là et plein de gens autour de nous qui sont un peu moins connus, donc que je vais moins citer, mais c'était quand même un groupe de potes et on faisait des sketchs. Sauf que les sketchs à cette époque-là, il n'y avait pas de 5D, donc c'était pas aussi facile. Tout ça. Donc c'était en 2005 avec des caméras, avec tu sais, les mini DV, machin. Ouais. Donc on faisait des sketchs qu'on diffusait entre les courts-métrages et moi c'est dans ces soirées-là que j'ai commencé mes stand-up. D'accord. Voilà. Donc, et l'ambiance qu'on avait, c'était qu'une fois par mois, il fallait des nouveaux sketchs et des nouveaux stand-up. Et tout doit être nouveau. Donc j'avais super peur. Et j'étais débutant aussi, donc c'était tellement flippant. C'était au Café Culturel de Saint-Denis, c'est une toute petite salle de 100 places, et j'étais mort de trucs, mais ça m'a laissé des bons souvenirs, aussi bien dans des trucs mauvais de bide que des trucs de réussite. Et je voulais absolument retrouver cette énergie-là, parce que je trouvais que les plateaux étaient, à Paris en tout cas, les plateaux de stand-up, étaient intéressants, mais ça fonctionnait un peu toujours de la même façon, et qu'il n'y avait pas de concept, il n'y avait pas d'enjeu, et il n'y avait pas de pression, ni pour le public, ni pour les comédiens. Ah ouais ? Pas de pression négative, mais moi je cherchais à mettre une pression positive, en espérant on est tous au courant de la situation, est-ce qu'on va s'en sortir ? Et est-ce que ça peut être créatif ? Mais tellement. C'est-à-dire que là, le principe de première fois, c'est que tous les artistes qui montent sur scène, aussi bien musicaux, parce que dans les soirées de la famille, il y avait aussi de la musique. Et j'ai rencontré Emilien, en discutant avec lui, il m'a dit moi je connais plein de musiciens, je fais moi-même de la musique, donc essayons de faire ça à deux. Toi tu ramènes des comiques, moi je ramène des musiciens, et on voit le truc. Donc tous les comiques doivent dire un texte qu'ils n'ont jamais dit devant des gens. Donc c'est tout nouveau. Il y a 0 blague qu'ils ont déjà utilisée. Et tous les musiciens doivent jouer une chanson ou un air ou n'importe quoi, quelque chose de frais, de nouveau qu'ils n'ont jamais joué en vrai public. Et on a accepté aussi un magicien qui devait faire des tours qu'il n'a jamais fait devant des gens, une réalisatrice qui a montré un film pour la première fois à une audience. En fait, toutes les premières fois sont acceptées. La dernière première fois, on a eu le barman du lieu qui a fait un stand-up de 3 minutes et qui a cartonné, qui a juste cartonné. Et ça, c'est quelque chose qui est excitant pour moi. Donc du coup, j'aime bien ces choses-là. Puis ça m'aide à créer. Donc là, par exemple, le 17 et le 17 novembre et le 15 décembre, là, je fais un truc qui s'appelle Showcase. C'est moi qui fais mes 30 minutes pour un nouveau spectacle, justement, avec 30 minutes de musique. Là, cette fois, ce sera Bogart qui faisait du jazz dans le dernier. D'accord. Donc ça crée des
des connexions entre les artistes et ça donne envie aux gens de monter sur scène, parce que sinon le barman ne serait pas monté. C'est une atmosphère chaleureuse, donc on a une véritable pression, mais qui est positive, parce que tout le monde sait que c'est la première fois, les gens ont envie que ça se finisse bien. Et pour les artistes, ça les force à créer. C'est-à-dire que moi, je leur demande un mois avant de s'inscrire. Et il est arrivé que des artistes, et je ne dirais pas qui, mais des artistes nous aient lâchés, parce qu'ils nous ont dit, mais non, mais je peux pas. Et c'est pour ça qu'il y a toujours un jeu de mots avec des balls, parce que c'est une histoire d'être des balls, parce que c'est juste, on dit souvent à quelqu'un, dis donc, t'as des couilles, toi. C'est une expression, mais je pourrais dire ça à une fille. Oui. Tu vois, c'est juste une expression. La expression. ball est venue genderless, en fait. Ouais, c'est ça. C'est genderless, exactement. Je pourrais dire ça à une fille, genre, t'as vraiment des balls, parce que et on essaie de mettre un jeu de mots sur chaque soirée, parce qu'il faut vraiment, vraiment être courageux pour monter sur scène avec zéro blague. Il faut comprendre que le principe, généralement, les mecs ont toujours une blague de déclenchement du premier rire. Même s'ils la trouvent nulle, ils la garderont. N'importe quel humoriste a une blague qu'il aime bof, mais il sait que c'est une blague qui fera forcément rire, et que ça détendra les gens. Et le public va l'oublier après. Tu vois, dire ok, cette blague était un peu nulle, j'ai rigolé. Mais voilà. Et le but, c'est de continuer avec du nouveau matériel. D'accord. Ça concerne qui vient à ces soirées première fois? Tout le monde. En fait, on privilégie nos relations proches, forcément, parce que on n'a pas vu ça comme quelque chose de hyper show business. Donc, on n'a pas, si tu veux, on n'a pas lancé dans un réseau de comédiens qui seraient intéressés par travailler la première fois. C'est une soirée qui est super underground. C'est-à-dire que c'est ça aussi la beauté du truc. C'est ce que je voulais, parce que c'est ce qu'étaient les soirées La Famille à Saint-Denis. Et c'était que dans des réseaux, quoi. Quand je dis underground, c'est pas dans le mauvais terme, hein. Pas le truc bizarre, il n'y a pas de chandelles noires et de gens avec des masques. Non, c'est underground parce que c'est que du réseau entre réseaux. Et je demande aux artistes, la liste des artistes est vraiment, c'est ouvert à tout le monde. Donc s'il y a des gens qui veulent vraiment proposer quelque chose, qui envoient juste un mail la première fois .reza@gmail.com et nous on répondra. Il y a un Facebook qui s'appelle Première fois avec un S. Si les gens veulent demander. Et genre, c'est le Facebook le plus claqué de la Terre. On est genre 140 personnes. Il y a 140 j'aime. Alors que la soirée est complète en 2 heures. Parce que justement, les gens peuvent revenir. Et c'est ça qui est chouette. C'est ça que j'aimais bien, moi, dans les soirées La Famille. C'est que les gens pouvaient revenir. Et toi, il fallait que l'artiste propose. Il fallait pas que ce soit le public qui se renouvelle. C'était pas dans une démarche de production. On dit, putain, il faut absolument qu'il y ait un public dans cette salle. Il faut trouver d'autres clients. D'accord. Il faut trouver d'autres domaines, Ce qui est la logique normale. Ce qui est la logique normale, mais quand tu l'inverses, il y a un phénomène de positivité de la part du public, et il y a un phénomène d'appropriation du lieu, des artistes et de du moment qui est au public. C'est-à-dire que c'est le public qui dit, en fait, c'est chez nous. Tu viens chez nous. C'est pas l'inverse. Mais comme ils ont conscience de la difficulté de l'exercice, ils sont hyper bienveillants. Et les artistes, souvent, qui viennent dans ces soirées-là, nous disent, je ne sais pas comment vous avez fait pour créer cette ambiance bienveillante, parce que nous, on se sent vraiment à l'aise quand on vient chez vous. Et donc, c'est pour ça que moi, j'étais très content de ça, quoi. On en a fait 6 ou 7. Et il y en a une qui a été moyenne, et c'est moi qui le dis. C'est même pas les artistes du tout. Ouais. C'est juste moi qui fais, ouais, non, celle-là, bof. Parce que habituellement, c'est vraiment très positif. C'est plein de gentillesse, quoi. Comment ça s'explique que le public soit sensible à ce genre d'initiative et qu'il en attende plus quand un comédien est sur scène, normalement dans une salle? Est-ce que c'est pas le même exercice? Parce qu'ils consomment pas. Parce que là, ils sont pas en mode consommation. Ils sont pas en mode j'ai acheté 1 heure de blague. Ils sont en mode vous allez voir un spectacle. On ne sait pas ce qui va se passer. Ça se trouve, ça va être de la merde. Ça se trouve, ça va être génial. La plupart du temps, justement, juste se mettre dans cet état d'esprit-là, ça crée des situations formidables. C'est au-delà de leurs expériences. Puis surtout, moi, je leur explique au début, oubliez Apple, oubliez Uber avec les étoiles et tout. Il n'y a pas de notes. Vous oubliez l'école. Vos commentaires ne nous intéressent pas. C'est pas très intéressant ce que vous pourriez dire sur nous, là, actuellement. Parce que c'est la première fois qu'on fait ça. On n'est pas là en vous disant, s'il vous plaît, jugez-moi. On est là en vous disant, s'il vous plaît, écoutez. Et vous voyez, peut-être si ça provoque quelque chose de formidable en vous, tant mieux. Si vous n'aimez pas, vous avez vraiment passé une soirée en sachant que c'est une expérience, donc que vous avez pris le risque vous-même. Nous-mêmes, on prend énormément de risques à vous proposer des choses nouvelles parce qu'on peut vraiment se foutre la honte à n'importe quelle seconde. Là, je pourrais vraiment m'afficher très fort. C'est un contrat moral entre nous. On va dire, s'il vous plaît, ne jugez pas comme si vous étiez des experts de je sais pas quoi. Et nous, on va faire de notre mieux pour créer une situation géniale. D'accord. Donc du coup, ils se sentent respectés. Et nous-mêmes.
on se sent, apprécié. Voilà. Comment tu fais pour établir cette relation spéciale, cette relation de confiance sur scène quand tu as un spectacle titré où les clients, en l'occurrence ce sont des clients, quoi, pas des... C'est ça, c'est que non, en fait moi j'ai peur de ça. J'ai peur de me dire, si les gens achètent une place de spectacle, ils se considèrent comme consommateurs d'un spectacle. Ça, c'est triste, j'aimerais pas penser ça. Pour le moment c'est pas ça, mais je sais que quand on demande à des gens leur avis, ils se considèrent comme un peu comme clients dans un sens, parce qu'ils disent, est-ce que j'ai été satisfait moi ? Est-ce que j'ai été content ? Et c'est dommage. J'aimerais pas, je saurais pas comment décrire ça, mais il y a une sorte de, on demande tout le temps des commentaires et des notes sur tout maintenant, tout le temps sur tout, et au bout d'un moment je me dis mais c'est pas possible que tous ils prennent pas tout en compte. C'est impossible. Est-ce que c'est pas un peu pour qu'on se sente, nous, plus puissants, plus forts, et qu'on ait l'impression que on a... Mais ouais, mais c'est impossible. Est-ce que depuis tout ce système de notes qui est arrivé là, depuis 10-15 ans avec Internet, est-ce que tu as l'impression d'être plus respecté en tant que consommateur ? Moi, non. Moi, personnellement, non. Moi, je donne mon avis à longueur de temps et je mets tout le temps des belles de notes partout parce que je suis fatigué, ça va plus vite. Tout est génial. C'est-à-dire que si tu prends si tu prends mes notes dans mon historique d'Internet, tout est formidable avec moi. Parce que j'ai pas le temps. Tu n'es pas. C'est froid, c'est quelque chose d'un peu. Et je trouve que demander et commenter en permanence, première fois, ça me fait. Peut-être que c'est un problème que j'ai moi aussi, hein, mais première fois, c'est un vrai espace pour moi de liberté artistique. C'est-à-dire que le public, il sait qu'il ne pourra pas mettre un commentaire, par exemple, sur Billet Réduc, et je respecte Billet Réduc et tout ça, hein, mais je sais que c'est un endroit où les gens mettent énormément de commentaires, où les commentaires comptent, le nombre d'étoiles compte et tout ça. La première fois, c'est pas sur Billet Réduc, donc c'est même pas méchamment, parce qu'on leur dit, les gars, vous pouvez même si vous voulez, il faudrait créer une page spéciale commentaire première fois. Je dis ça nous intéresse pas. On n'a pas besoin de ça. On a besoin, par contre, de votre attention, du respect de l'artiste. On a besoin de votre bienveillance. Supposez que quelqu'un fasse un truc nul, ça va durer 5 minutes. Il va s'en aller après. Soyez à la cool. Et puis les gens aiment bien. Ça les libère d'une responsabilité. C'est-à-dire que pendant la première fois, ils nous disent on est content d'être dans le public parce qu'on a juste à mater un truc. On ne nous demande rien d'autre. Et ils ont le sentiment, sinon, quand ils vont voir un spectacle, qu'il faut après, je sais pas, mais en tout cas, vu les infos que par rapport aux autres spectacles, moi je te parle que de ce que je sais, par rapport à première fois, le public me dit c'est bienveillant, c'est bonne ambiance, et ça détend. Et apparemment, d'autres spectacles doivent pas être comme ça. C'est ça. Donc, puisqu'ils disent ça, tu vois, c'est que par déduction. Toi, tu as commencé du coup en 2005. Tu as fait des débuts de scène en 2005. En 2005. Donc, du coup, tu as vu toute l'émergence du web 2.0 et notamment du fait que Billet Réduc soit arrivé, qu'il y ait les sites de commentaires. Est-ce que ça a changé la façon dont les spectateurs vont au spectacle, voient les spectacles ? Est-ce que tu as une pression différente ou en fait la scène reste la scène ? Ça évolue comme tout. Il y a eu tellement une demande d'organisation parce qu'il y a eu tellement de monde qui s'est mis à faire du one-man show que heureusement qu'il y avait Billet Réduc, quoi, je pense, parce qu'au bout d'un moment, pour réserver, c'était la merde, quoi. Tu vois, fallait bien que quelqu'un prenne cette place-là. Mais ce que je remarque aussi, c'est que les commentaires sont devenus méga importants. Alors du coup, à la fin de chaque spectacle, tu entends parler de ça. Et donc c'est récurrent. Donc alors, il faudrait peut-être trouver une méthode pour... parce que même moi, en tant que spectateur, je me dis, ouais, c'est vrai que c'est important, c'est bien, tant mieux pour les artistes, tant mieux pour le site, tant mieux pour tout le monde. Mais il faudrait peut-être trouver des petites astuces. Donc ça veut dire que ça fait partie maintenant aussi de l'écriture des spectacles. Comment t'amènes ce principe de commentaire ? Comment t'en parles et tout ça ? Ah ouais, tu l'inclus en fait. Mais je pense, parce que moi j'entends tellement parler de ça à la fin des spectacles, que parce que je vais voir, en tout cas j'ai été voir pas mal de spectacles ces 7 dernières années, et je sais que j'en entends parler quand même. Donc c'est une importance qui est légitime, mais... Faut trouver des moyens pour le faire passer correctement. De même qu'à Avignon, ce qui m'avait étonné, ce que j'avais jamais entendu avant, mais encore une fois, je suis pas un grand consommateur de spectacles, j'étais pas à l'époque, c'était la façon dont tous les artistes incitaient le public à parler du spectacle. Oui. Et c'est vrai que ça passait par parfois des twists de mise en scène, il y avait parfois une scène à la fin qui était dédiée à ça. Plus c'est original, plus ce sera intéressant et tu auras envie de le faire. Mais il y a un moment où... je parlais des notes et des commentaires en général, parce que dans Première fois, justement, on demande aux gens d'éviter de le faire, parce que ça nuira qu'à leur plaisir.
dire que c'est un truc super éphémère. C'est que si quelqu'un fait un sketch qui cartonne, il va le refaire. Si quelqu'un fait un sketch qui marche pas, il le refera plus. Donc c'est même. Donc on dit aux spectateurs, ne vous mettez pas dans la position de juger, sinon vous allez pas apprécier la soirée. C'est une soirée qui laisse des risques. Mais je parlais des commentaires en général, dans le monde actuel. C'est-à-dire que dès que tu prends un truc, dès que tu achètes quelque chose, dès que tu es en consommation d'un truc, on m'a demandé 3 études de consommation récemment, je te promets, parce que j'ai pris l'Eurostar, parce que j'avais acheté un produit d'électroménager dans un magasin. C'est la première fois que j'y allais. Le mec, il a pris mon mail et tout. Ça m'a saoulé. Je me suis senti un peu obligé de lui donner. Bon, voilà. J'ai dit, OK, je te donne mon mail et tout. Parce que tout le monde a mon mail. C'est-à-dire que je reçois 17. Ma boîte mail devient comme ma boîte aux lettres avant, quand j'étais petit, où tu as 50 000 papiers. Ouais. Et à chaque fois, tu entends ding, 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 ding. Tu te dis, putain, cool, j'ai des nouvelles sur le travail, ou des amis, ou des trucs qui se passent. Et en fait, non. Tu as des gens qui veulent te vendre des chaussures, qui te disent qu'ils ont des nouvelles chemises, que c'est des nouvelles couleurs, qu'elles sont incroyables, leurs nouvelles couleurs. Et tu as envie j'aimerais bien pouvoir leur répondre en leur disant, franchement, c'est pas mes affaires, je m'en fous, lâchez-moi avec vos couleurs, je la connaissais, cette couleur, elle est nulle. Tu vois, et parce que si c'était un vrai dialogue, j'aurais pas cette frustration-là. Et je me permettrais pas d'avoir un avis un peu négatif sur le fait de commenter en permanence. Mais puisque c'est pas vraiment un dialogue, je trouve que des fois, c'est trop. Alors, je suis pas un expert non plus en stand-up ni quoi que ce soit, mais on va pouvoir commencer à parler du stand-up outre-Manche. Ouais. J'ai vu je suis un petit peu le stand-up. J'aime beaucoup Dara O'Brien, Chris Addison, la petite clique qui passe dans des émissions de téléphone, la team QI, Mock the Week, etc. Qui sont... J'ai rencontré Dara O'Brien. Sérieusement? Ouais. Est-ce qu'il est aussi irlandais qu'il est, sur scène? Il est très grand. Il est très grand. Il aurait pu. Il est très 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 grand. Il ressemble à Groove dans Moi, Moche et Méchant aussi. As-tu remarqué? Et si tu as pris des mégabus, il ressemble aussi au mec qui est derrière le mégabus. Ouais, je sais pas si tu oserais lui dire en vrai, parce que c'est une sacrée armoire. Il est très géant. J'ai rencontré, je savais pas que c'était parce que moi je suis pas, je savais pas à quel point c'était quelqu'un de respecté et connu et tout ça, parce que c'était pendant le spectacle des Monty Python, il était dans les coulisses et tout, et le gars est super sympa. En tout cas, il a été très agréable avec moi, et parce qu'il savait que j'étais français, et qu'il a bien vu que je faisais pas le malin, et que j'étais pas du genre à dire ouais c'est bon, je vais aller à Édimbourg, ça va être cool. J'ai vraiment pris les choses avec beaucoup d'humilité, et je me suis dit il faut que j'apprenne comment faire ce truc-là. Donc il a été formidable. Alors attends, dans les coulisses des Monty Python? Oui, j'étais voir le spectacle des Monty Python. Oui, c'était en juin dernier, leur retour. Voilà, j'ai vu la dernière, et j'ai pu aller dans les backstage. J'ai pas trop calculé, tu vois, le truc. Je connaissais peu de monde. Il y avait, je crois, beaucoup de célébrités anglaises que je connais pas, parce qu'il y a des gens, genre, ils présentent des choses où je sais pas. Après, il faut être vraiment hyper calé. Moi, je m'intéressais que au stand-up, donc je connaissais que 2-3 têtes là-dedans, et voilà. Et c'était super sympa. Enfin, le spectacle en lui-même était très émouvant, parce que c'était leur dernière, que moi je suis un grand fan. J'aime beaucoup, et surtout ça m'a mis une belle leçon, parce que ils ont 70 ans et ils bougent dans tous les sens. Ils font des actions incroyables. Ils ont une énergie qui est folle. Il y avait des effets spéciaux de dingue. Il y avait des effets mécaniques surtout. Moi, je suis fan de ça. C'est-à-dire que à un moment donné, ils avaient mis des canons en forme de pénis qui arrosaient toute la foule avec des bulles. Et je trouvais ça complètement débile. Mais en même temps, comme c'était les Monty Python, tu étais super d'accord avec eux. L'Inquisition espagnole, sur le sketch de l'Inquisition espagnole, ils l'ont refait, mais ça demande une vraie grosse énergie de retourner en coulisses, de revenir super fort en hurlant, personne ne s'attend à l'Inquisition espagnole. Et ils l'ont fait avec une patate incroyable. Et donc, soit ils ont des très bons médecins, ce qui peut être le cas, hein, soit vraiment juste ils ont gardé un certain plaisir à le faire, ou alors parce que c'était la dernière, ils ont voulu dire les gars, vous savez qui on est ou pas? Et je crois que ça, c'est formidable. D'accord. 70 ans. Mais c'est ça le truc, c'est qu'ils ont 70 berges et ils reviennent. Et il y a eu pas mal de retours mythiques sur la scène britannique ces derniers temps. Donc toi, les stand-uppers britanniques, tu les suis ou certains? On parlait de Eddie Izzard par exemple. Eddie Izzard, oui, je suis tout, parce que je suis vraiment fan, quoi. J'aime bien un mec qui s'appelle Tony Lowe, L-A-W, qui est un mec complètement fou, qui est super absurde. Voilà, après, j'ai vu d'autres mecs, mais je connais 2-3 gars de la nouvelle génération, mais ça parlera à personne. Mais c'est quelque chose de très particulier, parce que des fois, en fait, on ne comprend pas les références qu'ils donnent. Et donc, on ne peut pas comprendre les blagues.
C'est ça, moi, ce que j'ai à te demander, c'est est-ce que tu as vu une différence, est-ce que tu vois, toi, une différence entre le stand-up britannique et le stand-up français? Je dirais que il y a une différence qui est que le public est beaucoup plus éduqué et qu'il a plus l'habitude du stand-up. Il y a de la culture. Non, marche alors mieux quand je dis là-bas. éduqué, il faut bien comprendre que je parle de stand-up. Oui, C'est-à-dire oui, c'est ça, la qu'ils culture ils ont du l'habitude stand-up, des blagues. ouais. Ok. Et des fois, nous, on a fait plein de blagues. Moi, je faisais plein de blagues à un moment donné. Je disais, je suis pas un DVD et tout ça parce que les gens, ils n'entraient pas dans le. Comment dire ils n'entraient pas dans le spectacle, ils me regardaient comme une pièce de théâtre. Et donc, du coup, ils étaient frustrés. Ils disaient, mais où sont les autres comédiens? Où sont les effets de ouais. lumière? Où sont. Non, mais je plaisante. Mais tu vois, quand tu vois juste un mec qui est sur scène avec un micro, tu dis, c'est ça le spectacle? Tu dis, mais c'est quoi la valeur de ça? Et ça clignote pas, il n'y a pas. Il n'y a pas d'éléments Ah ouais, en déclencheurs France, il y avait cette attente-là. Va dans des spectacles de stand-up, tu verras. Tu verras, il y a très peu de mecs qui arrivent avec un plein feu, et qui montent sur scène, avec une petite musique, qui font 1 heure de blague, et qui ressortent. C'est très rare. D'habitude, il y a toujours des effets dans le spectacle, il y a de la musique, il y a des effets de lumière, il y a des trucs un peu chauds, tu vois. Il y a des chansons, il y a... tu vois ce que je veux dire? C'est Ouais. très rare d'avoir un mec qui arrive et qui fait 1 heure. Il y a Seb Melia qui fait ça, actuellement. C'est le premier qui me vient à l'esprit comme ça. Voilà, il doit y en avoir quelques-uns, mais c'est pas la norme. Tu vois, il y a toujours des trucs de show, de musique, de bidule, de lumière, et c'est bien. C'est pas mal, mais je veux dire, c'est que là-bas, ils ont vraiment cette culture du stand-up anglo-saxonne, c'est-à-dire que tu arrives et tu parles. Ils n'ont pas besoin des effets, ça les dérange pas. Moi, ce qui m'avait surpris quand j'ai vu justement du stand-up à l'anglaise, c'est le lien très fort qu'ils avaient avec le public. C'est-à-dire qu'ils interagissent avec le public s'en prend plein la tronche et il est là aussi pour s'en prendre plein. Alors, c'est peut-être très spécifique au mec que j'ai vu parce que j'ai pas une connaissance académique du milieu. Dara O'Brien, par exemple, il y a aussi Frankie Boyle qui est écossais, qui est très connu pour être un monstre total sur scène. Ce sont des mecs qui invectivent volontiers le public et qui le prennent à partie tout le temps, sans cesse, et qui intercalent des sketchs. En fait, c'est en fonction des comédiens. Il y a des comédiens qui adorent faire ça. Ils appellent ça le crowd work. Le travail de foule. D'accord. T'arrives sur scène, tu parles au mec pendant... Il y a des mecs qui font tout leur spectacle. Comme ça, il y a Louis C.K. qui a mis en ligne le spectacle d'un mec qui s'appelle Barry, j'ai oublié son nom, Barry quelque chose, ou machin Barry, ou Todd Barry, ou Tom Barry. C'est un gars qui fait que ça. C'est-à-dire, le gars, il arrive et il fait que des impros, ou alors des débuts d'impro qui emmènent vers une blague en parlant avec le public. Donc il vanne. Et c'est balèze. Je respecte beaucoup les gens qui arrivent à faire ça, mais il y a des comédiens qui font aussi pas du tout ça. Ou qui, moi, par exemple, quand j'étais à Édimbourg, je sais pas le faire, ça. Même en français. C'est-à-dire que c'est peut-être... c'est bizarre, mais je ne suis pas doué pour ça. C'est plus comme une sorte... C'est pas une récitation, mais c'est plus un moment où c'est rhétorique, c'est moi tout seul qui parle, c'est un monologue. Je peux pas dire aux gens, alors toi, comment ça va, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui, tout ça, parce que je suis très timide. Donc s'il me dit, j'ai rien fait, laisse-moi tranquille, je vais dire d'accord, et je suis dans la merde. Tu vois ce que je veux dire? Il y a des gens qui sont extrêmement doués pour ça. Mais peut-être qu'au bout d'un moment, le public s'habitue au fait que certains artistes soient habitués, ils savent qu'avec tel artiste, s'ils vont se mettre au premier rang, ils vont prendre, et peut-être qu'avec d'autres... Absolument, voilà. Mais moi, j'ai pas envie que le public me craigne ou qu'il se la pète avec moi. Il faut trouver un équilibre. Mais ça peut être bienveillant. Ça peut être très bienveillant, mais la plupart du temps, en fait, il y a deux possibilités. Soit tu prends les rênes en te disant, c'est moi qui suis en contrôle de la situation pendant toute la soirée, vous inquiétez pas, je vais vous raconter des trucs, c'est un spectacle et tout ça, ça va être sympa. C'est juste pour calmer les esprits, parce que des fois, il y a forcément des mecs qui veulent devenir comiques au fond de leur cœur dans la salle et qui essaient de faire des blagues, de crier des trucs. Et des fois, ça peut être très chiant. Ah ouais. Mais tellement, c'est super relou, parce que lui, il se rend pas compte, il pense que c'est un truc participatif. Parce que le stand-up, c'est pas un dialogue. C'est pas du tout, c'est pas l'idée. Le principe, c'est de parler à la foule. C'est de parler en regardant la foule. Ça veut pas dire que la foule a le droit de répondre. D'accord. C'est pas le principe du tout. C'est pas un dialogue dans une grosse salle. Sinon, ça s'appellerait du dialogue. Dans une grosse salle. Tu vois, voilà, c'est ça. Et c'est pas du tout ça. Et il y a beaucoup de gens qui comprennent pas, parce que Jamel l'a beaucoup fait. Mais Gad, il le fait pas, par exemple, pratiquement pas. Je sais pas, dans les spectacles américains ou dans les spectacles anglophones célèbres, les gens ils parlent pas avec le public. Des fois, il y a une personne qui gueule et l'artiste répond. Et même la plupart du temps, ces choses-là sont préparées, c'est répété. Par exemple, Eddie Murphy, à un moment donné, il y a un mec qui lui dit un truc, il crie sur lui, et il y a un autre gars qui dit vas-y, ferme ta gueule, tu vois, à droite, très loin, genre.
ne perturbe pas le spectacle. Il dit vas-y, ferme ta gueule. Et Eddie Murphy il fait t'as vu, je suis ventriloque. Sous-entendu, c'est lui qui a fait crier le mec au milieu de la salle. Et tout ça, c'est préparé. C'est taffé. Et c'est pour dire que ce genre d'éléments-là, y a des mecs qui le maîtrisent et moi, je suis une tâche. Donc, à Édimbourg, j'ai essayé d'utiliser ça pour faire rigoler les gens. Je posais des questions genre c'est quoi ton plat préféré à base de veau? Et les gens buguaient et je disais c'est quoi ta couleur de frigo préférée? Par exemple, s'il y avait genre 7000 frigos, et toi tu devais en choisir un, quelle couleur tu prendrais? Ce serait genre toutes les... Et les gens buguaient et au bout d'un moment ils commençaient à rire parce que c'était vraiment pas du tout le type de questions qu'on a l'habitude de leur poser. C'est toujours d'où est-ce que tu viens, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Ok, tu conduis une voiture, vous êtes marié, il y a des gens en couple dans la salle, est-ce qu'il y a des gens qui sont seuls dans la salle? Et après il y a toujours une blague qui est liée à ça. Mais voilà, il y a des gens qui sont très doués, d'autres non. D'accord. On imagine en fait que le stand-up, et peut-être que c'est vrai que le stand-up a ses frontières de style, c'est-à-dire qu'on ne fait pas rire de la même façon en France. Totalement faux. C'est ça, parce que nous on se marre avec les Monty Python par exemple. Bah oui, et en fait c'est juste que c'est la forme, il y a le fond et la forme. La forme reste quelque chose d'assez basique, d'assez simple, parce que les blagues finalement, comment expliquer ça, mais tout le monde fait des blagues, tu vois, tout le monde fait des vannes à longueur de temps et des tas de gens très drôles. Et ça, c'est la forme, c'est la façon de le faire. Mais après, qu'est-ce que tu veux raconter derrière? C'est quelque chose qui est propre à chacun. Et moi, par exemple, j'aimais beaucoup les histoires débiles, absurdes. Là, en ce moment, j'ai un délire avec des bactéries, ça me fait rigoler, parce que je suis un peu hypocondriaque et que j'aime bien en parler, et que voilà, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Donc, c'est personnel, c'est pas forcément très profond, c'est pas philosophique, mais c'est perso. Un mec qui va nous raconter sa vie de barman, comme ça m'intéresse. Un gars qui va me raconter sa vie de chauffeur de bus, ça m'intéresse, parce que c'est quelque chose que je connais pas. Et donc c'est forcément un point de vue sur le monde que j'habite qui va être différent, et ça n'a rien à voir avec l'idée préconçue que les gens peuvent se faire du stand-up. Une vieille dame de 90 ans pourrait monter sur scène, faire un stand-up formidable sur comment c'est dur la vie quand on vieillit en France, tu vois, en disant quels sont les problèmes qu'elle rencontre, à quel moment elle a des montées de colère ou des montées de plaisir ou d'amour. C'est des choses qui sont propres à chacun, c'est universel, c'est humain. Et comme c'est humain, moi ça me touche aussi, puisque j'ai la prétention d'être un être humain. C'est ça, on est quelques-uns à avoir candidaté pour ces trucs-là. J'attends vos commentaires sur êtrehumain.com. Ce serait génial qu'il y ait un site comme ça. Ce serait mortel de faire un site de commentaires sur les commentaires. Que tu puisses mettre sur n'importe quel commentaire de n'importe quel site, tout confondu, des commentaires. Tu vois, genre tu fais une capture d'écran et t'écris, voilà, je trouve que ce commentaire est vraiment très agressif et l'insulte est pas mal, mais ça manque un petit peu de profondeur. On sent que la grammaire était volontairement chiadée, mais... Voilà, exactement. Mais finalement, l'insulte n'est pas insultante. Ça manque d'énervement, de frustration. Donc, je conseillerais à cette personne d'être plus en colère la prochaine fois, de pas se dire, tiens, je vais tout de suite écrire mon commentaire, d'attendre d'avoir une vraie bête de rage irrationnelle, et là, de lâcher des trucs. C'est ça. On pourrait mettre un petit lien vers les forums de... je sais pas, jeuxvideo.com ou 4chan, des choses comme ça pour tu feras mieux la prochaine fois. Un mème de quelqu'un fâché. Voilà. donc tu as fait ce spectacle que tu as construit en anglais. Oui. Comment est-ce que tu l'as écrit? Alors j'ai pris des bouts du spectacle que je faisais, mais en anglais. J'ai traduit des idées en anglais. Donc des fois, la plupart, ça vient de blagues que j'avais en stock. Et j'ai 20% qui correspond à ce que j'appellerais une présentation de qui je suis pour les Anglais qui savent, ça les intéresse pas de base. Et puis il y a un Français qui arrive, ils sont curieux si tu veux. C'est comme Eddie quand il arrive en France, et il y a l'accent, le fait qu'il vienne d'un autre pays. Tout ça c'est quelque chose d'intéressant et ça attise la curiosité. Mais après ça, je dois démontrer que il y a des idées derrière. C'est pas juste le Français qui dit qu'il est français. Voilà. Parce que je dois juste assumer le fait que je suis français et mon anglais n'était pas il n'est pas académique. Mon anglais, je peux parler anglais correctement, mais je faisais des blagues sur le langage aussi, ce qui me permettait juste de faire comprendre aux gens que c'était un challenge pour moi, ce qui est la vérité. C'est-à-dire que ce que j'ai fait, je crois que je suis le premier à l'avoir fait, en tout cas au Fringe, ça c'est sûr, parce que c'est 30 heures, parce que j'ai joué aussi avant à Londres et tout ça, donc sur un mois j'ai fait plus de 30 fois un show d'1 heure.
Ouais. Donc, j'avais jamais entendu parler, en tout cas en France, je sais pas, hein, peut-être qu'il y a, à part, comment il s'appelle, Roland McDan, il a fait une grosse tournée aux États-Unis dans les années 80 ou 90, je crois. Voilà, et ben, le challenge que je m'étais lancé, il fallait que je leur explique un petit peu, juste pour qu'ils comprennent les enjeux et qu'ils se disent pas, c'est un mec de Manchester qui fait vachement bien l'accent français. Ah ouais. Oui, parce Ah oui, qu'il c'est y a ça, beaucoup ça de produit. Français en Angleterre et ils auraient pu penser que j'étais un Français qui habitait vraiment en Angleterre. Le fait de leur faire comprendre que j'habite à Paris, c'est quelque chose qui est difficilement envisageable pour eux. Ils peuvent pas se dire, il y a un gars, il fait un voyage juste pour faire le fringe. Même quand j'arrive en France, que je le dis, bah, toi peut-être ça t'intéresse parce que voilà, mais les gens ils captent pas vraiment. Mais oui, mais c'est normal parce que c'est pas leurs affaires. Moi, je savais pas ce que c'était le fringe avant, avant qu'on dise ah m'en parle. Et j'ai tout de suite apprécié. Je me suis dit ouais cool, j'arrive à comprendre. C'est comme Avignon et C'est ça. Et c'est un peu l'effet que ça fait d'ailleurs, j'imagine, quand tu vas dans une salle, quand tu fais un spectacle, ouais. la moitié des gens dans la salle se fichent un peu du festival d'Avignon si tu l'as fait. Absolument. Ils disent ouais voilà, ou même si tu dis j'ai fait Avignon en France, les gens ils sont pas. C'est comme si Ils vont te répondre, moi j'ai fait la Lozère avec voilà, ma femme, c'est c'est ça, c'est vachement sympa. bien. Alors qu'Avignon, ça se résume vraiment à une sorte de guerre. C'est très très dur. Il y a je sais pas combien de spectacles. C'est vachement difficile. Tout le monde tracte. C'est waouh, c'est hyper compétitif. T'y allais, t'as déjà présenté un spectacle Non, jamais présenté de D'accord. spectacle là-bas. Je fais directement les trucs internationaux. Non, j'ai jamais présenté de spectacle. J'aimerais beaucoup, mais j'ai pas fait. Par contre, j'ai plein d'amis qui l'ont fait, qui m'ont raconté comment c'était. Et c'est vrai que c'est une réelle compétition. C'est vraiment. Il y avait Mais- cette compétition. À Édimbourg, oui, il y avait Ouais. cette compétition. Mais je l'ai trouvée positive. J'ai trouvé, je sais pas, motivante. C'est normal. Il y a forcément de la compétition. Hein, mais quand on dit compétition, c'est juste que tout le monde essaye de tracter, tout le monde essaye de faire du mieux qu'il Venir, peut pour faire bien sûr. passer le message, genre je joue. D'accord. Et quand tu as commencé à jouer en anglais, est-ce que tu t'es rendu compte que tes textes collaient pas avec le public ou est-ce que tu t'es rendu compte que la barrière de la langue, est-ce qu'il y a un truc dans la langue qui fait que c'est drôle, qui fait que tu penses les vannes de la même façon, que tu penses les histoires de la même façon? Après, non, il y a des mots marrants. Il y a des mots qui sont drôles en français. Et Du genre? ch'touille. Ah, c'est Ch'touille, vrai. ça peut être Ouais, un c'est peu pas mal. marrant. Panda. Je sais pas. Pute, c'est très marrant. Oh. Et c'est des petits mots que souvent tu utilises dans les phrases, tu t'en rends pas compte. Et si tu disais autre chose, un synonyme, ça marcherait pas pareil, c'est sûr. Et en fait, tu te dis, bah, c'est le mot qui est marrant, c'est pas l'idée. Tu vois et quand t'enlèves Les sonorités. le mot marrant et les Ouais. sonorités qui font rire, tu dis, bah, mon idée est pas drôle. Donc moi, ça m'a appris à dire, bon, bah voilà, cette idée est pas marrante, faut arrêter de la dire. Mais du coup, est-ce qu'il y a l'équivalent en langue anglaise? Est-ce que tu as Ouais. trouvé des mots en anglais qui sont plus marrants que d'autres? Ouais, je pense. Mais moi, je les connais pas. Je connais pas trop l'argot. Donc, je parle proprement en fait. J'ai un très bon anglais parce que j'ai un anglais de Google Trad. Donc, forcément, j'ai un anglais très propre. Anglais de Google Trad, très propre. Bah, en fait, un anglais, genre quand je cherche un mot, je le traduis avec Oui, c'est Google ça. Trad. Mais c'est pas des phrases entières parce que Oui, parce que Google là, Trad, ça n'a en pas l'oc- de sens. En l'occurrence. Mais c'est normal, c'est un robot. Hein. Oui, Pour les bah- gens qui sont étonnés, à propos de Google Trad, c'est pas une personne, c'est un robot. Voilà. Je crois que C'est-à-dire que le futur, c'est pas encore vraiment tout de suite. Faut attendre encore un peu. C'est parce que oui, c'est une machine. Donc c'est sûr que si on met une page, il y a un comique, il y a un comique anglais, un mec que j'ai rencontré dans un plateau à qui j'ai proposé de participer, de venir parce qu'il vient à Paris pour jouer un peu et pour visiter la ville. Je lui dis fais un truc en français, fais 3 minutes. Il m'a dit ok, je t'envoie ma traduction. En fait, c'est Google Trad, il m'a envoyé un truc Google Trad, ça n'a pas de sens. Mais à le lire, c'est à pleurer de rire parce que ça fait comme un cadavre exquis. Ça a vraiment pas de sens. C'est très rigolo. ça peut être un exercice aussi sympa, ça, sur scène, Ouais. une fois de faire un spectacle, de le faire en plusieurs langues et après le faire. En fait, le coup du Google Trad, tu topes un texte en français, tu le Ouais. fais passer en anglais, espagnol, russe, machin, tu le lis dans toutes les langues, tu le lis à la fin. Et ça peut vraiment faire un bon effet parce qu'il y a un humoriste canadien que j'avais vu qui avait fait ça en fait, qui avait fait un texte en français alors qu'il est anglophone et c'était dans une soirée qui s'appelle So You Think You're Bilingual et donc tu penses que t'es bilingue, ok, genre vas-y prouve-le, et donc c'était genre le challenge de le faire dans une autre langue. Et le mec en fait a fait juste une blague qui n'a pas marché, il y a une seule blague qui n'a pas marché et il avait pensé
Alors, je sais pas si ça faisait partie de la blague ou si juste il l'a pensé sur le coup, mais comme il a vu que les gens riaient pas, il a dit ça, ça c'est une blague Google Trad. Et ça m'a beaucoup fait rire. Ça c'est une blague Google Trad, c'est tradery avec Google Trad. Voilà, ça m'a fait marrer. Je trouvais que c'était une C'est pas bonne mal façon comme, de se barrer d'un bide. comme corde de sortie. C'est bien joué, ouais, c'est clair. Alors, donc, tu as toute cette activité de stand-up autour de toi. Tu fais encore des trucs en France. Enfin, Ouais. Donc, à part les soirées première fois. Ouais, tu, je suis sur la première fois. Là, en fait, j'essaie de travailler sur un nouveau spectacle. C'est pour ça que je fais des showcases. Et voilà. Ouais, je suis en train de réfléchir à ça. Je suis en train de bosser un peu là-dessus. J'ai pas une énorme actualité, mais je pense que c'est parce que je suis en écriture là et que ça va s'avancer plus au printemps. J'espère avoir quelque chose d'intéressant à montrer au printemps, mais je me mets pas non plus. On verra. C'est que d'une question de timing. Il y a des gars des fois. Timing, attitude. Il y a des mecs qui ont, pour moi, des blagues. Je les lirais, je les trouverais nulles, pas intéressantes. Et la façon qu'ils ont de prendre leur temps, de m'emmener, ça me fera rire, juste parce qu'ils ont la bonne forme. Ouais. Mais le fond me plaît pas. Ouais. Tu vois, par exemple, ça, j'aime pas. C'est pas mon truc. Mais ils ont tellement un style perso que je les suis et ça me fait rire. C'est ça. Du coup, on parlait de faire des petits collages, un grand Ouais, des collages spectacle de d'une heure, bouts, c'est bah ça, oui, c'est vrai, il faut essayer des petites parties, des petits bouts, des thèmes qu'on aime, et puis après voir s'il y a moyen de récupérer des liens entre ces choses-là ou pas, et écrire au fur et à mesure. En fait, il faut le faire. C'est tout con, il n'y a pas de technique, personne n'a de technique. Il n'y a personne qui a... les Américains, les Anglais, tout le monde, ils vendent tous des livres. Il doit y avoir forcément des comment on appelle ça? Des systèmes. secrets, ouais. Des systèmes, ils disent des patterns. Tu vois, je sais pas comment Des on motifs, c'est des motifs dit. récurrents. Des motifs, voilà. Des modèles. Ouais. Des choses qui permettent de remplir des cases. Ça doit exister, mais j'ai l'intime conviction et c'est pour ça que c'est douloureux. Il n'y a pas un seul comédien qui est super à l'aise dans ses pompes et qui vient de voir et qui dit bah voilà, hier j'ai eu un coup d'inspiration, j'ai écrit 4 heures de blagues et elles sont toutes incroyables. Ça n'existe pas. Je pense que ce sera drôle parce que le public a décidé que c'est marrant, que tu as eu le courage de l'essayer plusieurs fois et que quand tu l'as écrit, tu as pensé que c'était personnel et que quand tu étais sur scène, tu as réussi à l'assumer. C'est tellement de choses qui font que tu gardes ça que c'est pour ça que les gens admirent énormément les Louis C.K. et tout ça, parce que chaque année, ils brûlent leur matériel et ils en font 1 heure de nouveau. Ça sous-entend qu'ils se maudissent eux-mêmes. C'est-à-dire que bah oui, parce plutôt que d'avoir 1 heure de matériel qui marche très bien et de le faire genre 3 ans, ça n'existe pas en France, ça, pour le moment. Faire beaucoup pendant des années, ou voilà. Eux, ils se disent, voilà, l'année prochaine, je vais repartir à la conquête de blagues et de moi-même. Ouais. Et de trouver comment je vais réussir à raconter. Parce qu'une fois que tu as parlé de tout ce dont tu as à disposition autour de toi, genre de la table, les cacahuètes, le métro, les supermarchés, une fois que tu as fait tout ça, il faut bien que tu parles de toi. Tu as usé toutes les cartouches que tu avais en blague et toutes les choses que tu as pu écrire qui sont venues en inspiration immédiate. Après, il y a ta vraie vie. Et il y a des fois des gens qui disent je pense, je n'ai pas envie de parler de ça. Et puis il y a d'autres gens qui disent moi j'ai envie de parler de ça, mais d'une façon plus absurde. Par exemple, Eddie, il parle, même si c'est très 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 absurde, Eddie Izzard, mais en relation ces idées très absurdes avec sa vraie vie. Puisque ça commence toujours par quand j'étais étudiant, il y avait ci, ou je sais pas, je voyage beaucoup parce que je suis travesti d'action. Mais il commence toujours par raconter un petit peu de lui. Et c'est ça qui fait que je trouve c'est charmant. Après, c'est personnel, c'est pour ça que j'aime bien le stand-up. C'est que même quelqu'un qui parle de choses très absurdes, il y aura un rapport avec sa vision du monde. Mais ce qui veut dire qu'il y a quasiment autant de styles de stand-up qu'il y a de personnes. C'est en fait. Exactement ça. Ça veut dire que c'est certain. Et pourtant, ce qui est marrant, c'est qu'on voit quand on voit un spectacle de stand-up, un mec avec un micro, on sait que ça va être du stand-up. Donc, est-ce qu'il y a des codes ou des sortes de... C'est comme si tu disais, quand on voit un mec avec une guitare, on sait que ça va être une chanson. Ouais. C'est exactement la même chose pour moi. Alors, c'est pas pour me moquer, mais c'est vraiment... Pour moi, quand tu dis ça, j'entends ça. C'est que t'as Francis Cabrel, il a son accent, il a ses délires de chansons d'amour et tout ça. Et puis, t'as le mec des Strokes. Tu vois, je connais pas son blaze, mais il a des lunettes noires et vénère et trucs. Enfin, il y a de la drogue dans ses narines, quoi. Ouais. Non, j'en sais rien, ouais. Mais il a un côté rocker dévasté par l'alcool et tout ça. Et c'est pas du tout le même personnage. C'est un rocker.
Et pourtant, il a une guitare, et c'est la même, il y a 6 cordes, et c'est la même chose. Donc C'est un instrument. Ouais. voilà, le micro, c'est un instrument, et c'est l'humanité l'instrument. Donc normalement, tu as un milliard de sonorités différentes. La difficulté, c'est de faire résonner la sienne, parce que c'est très intime. Et comme la plupart des mecs sont tous très timides, la plupart des comiques et tout ça sont tous... Les gars extravertis qui vont sur scène sont très rarement intéressants. Ils sont très rarement... Bah non, parce qu'ils sont extravertis dans la vie, ils vont sur scène, ils font la même chose. Personnellement, j'ai pas été, tu sais, capté en disant « Oh, elle est intéressante cette histoire, j'aimerais bien entendre la fin de ça. » Tu vois. Alors quand Kian raconte un truc, c'est une histoire qui est souvent en rapport avec une vraie perspective qu'il a lui, même si c'est pas quelque chose en rapport avec sa vie de tous les jours, la réalité, c'est une perspective, c'est comment il voit le monde, et ça c'est formidable. Ça m'apprend un peu sur un autre mec. Et donc pourquoi les gens, je pense que moi j'adore Louis C.K., j'aime beaucoup Louis C.K. parce qu'il y a une perspective, un point de vue qui est déroutant des fois. Quand il dit mes enfants, je les hais parce qu'ils m'ont enlevé ma vie, étant donné que maintenant je suis obligé de m'occuper que d'eux. Donc j'ai plus de vie à moi. Et il te donne un vrai argumentaire. Et puis quand tu parles un peu avec des parents, chacun va te dire ah bah ouais c'est vrai. Quand t'as des gosses qui sont petits, bah t'as plus de vie et c'est horrible et t'as l'impression que c'est pas l'impression, c'est super difficile. Et donc lui qui le dit ouvertement, d'une façon cash et directe sur scène, ça fait mourir de rire les gens, et d'autant plus les gens qui ont des gosses. Parce que moi ça me fait rire un peu, mais j'imagine si t'as des enfants. Voilà. Ça résonne en fait, il y a une question de résonance aussi. Exactement, mais la même chose avec Chris Rock. Tu vois, Chris Rock, il parle du problème du fait il dit il a du mal à défendre le rap parce qu'il y a beaucoup d'Afro-Américains qui font du rap et que dans les rappeurs, les mecs ils disent que de la merde. Lèche-moi les balls, la sueur qui est sur mes balls. Il dit qu'on comprend pas, les meufs dansent dessus et tout ça. Et en expliquant tout ça, tu vois la position que lui il a par rapport à qui il est en tant qu'Afro-Américain, la musique la plus en vogue de sa communauté, et comment défendre ça alors que lui il aime face à d'autres gens qui vont dire mais mec, le rap c'est uniquement de la violence et uniquement hardcore. Et je trouve que c'est un point de vue hyper fort. Il doit le dire avec beaucoup de force, sa blague doit passer avec beaucoup de force, sinon elle est juste timide et elle passe pas. C'est admirable. Est-ce que le stand-up doit toujours être premier degré dans le sens où tu dois toujours parler de toi, ou est-ce que tu peux te mettre en scène comme une autre personne que tu serais? Fais ce que tu veux. Ah oui, mais tu fais vraiment ce que tu veux. Je pense qu'à partir du moment, pour moi, j'appellerais stand-up, c'est un mec qui a un micro et qui s'adresse au public. D'accord. Il peut s'adresser au public comme il a envie, il fait exactement ce qu'il sent. Mais je te dis juste ce qui m'intéresse plus, c'est quand les mecs ont un point de vue personnel un peu plus, plus sensible et en rapport avec leur humanité unique, tu vois. Mais du coup, ça devient universel. C'est-à-dire que... Attends, il y avait quoi comme blague marrante t'avais Louis C.K. qui faisait toute une digression sur l'homosexualité et tout ça, que j'ai trouvé formidable, qui était intéressante parce que à la fois, il expliquait un sentiment complexe où il pouvait être un peu mal à l'aise, ce qui est pas, répréhensible. Il disait non, je pense pas détester ou être homophobe ou quoi, mais je suis mal à l'aise parce que j'ai toujours dit faggot quand j'étais petit. J'ai toujours dit faggot, c'est genre PD quoi. Tu vois, il dit je suis méga mal à l'aise parce que j'ai toujours dit PD quand j'étais petit, mais dans ma tête, je pensais pas à un gars qui aime un autre gars ou une fille qui aime une autre fille en disant les homos sont dégueux. Je disais juste PD parce que c'était un mec qui était bon vas-y, tu fais un peu ton PD quoi. Et à la fin, il finit par moi, j'entends le mot PD comme plutôt vas-y, fais pas ton PD et suce cette bite. Tu vois, genre sois courageux et tu vois. Et il dit c'est dommage, j'ai plus le droit de le dire alors que j'ai grandi en disant ça. Et on entend tout de suite quelque chose de négatif. Et il parle des mots injurieux, comme il dit le N-word. Voilà. Ouais, c'est ça. Il dit le N-word pour les blancs, c'est une façon de mettre le mot nigger dans la tête de l'auditeur. Et c'est pas juste parce que ils devraient le dire et assumer leur putain de racisme et dire le mot. Tu vois. Je trouve ça intéressant parce que c'est une double vision. Et c'est exactement aussi complexe que la vie l'est. Et c'est pas tout noir ou tout blanc. Il dit c'est un peu les deux les gars. Et ça ne veut pas dire qu'on est des salopards ou des anges. C'est un peu les deux. Est-ce que du coup le stand-up serait pas une sorte de thérapie? Je sais pas parce que je pense pas. Je pense que la thérapie doit avoir lieu avant le stand-up. C'est-à-dire qu'il vaut mieux être d'accord avec ce que tu dis avant de le dire sur scène. Et c'est ça. Bien sûr, c'est ça qui est difficile. Et puis je pense que tout peut être une thérapie à partir du moment où tu exprimes des idées, tu vois. Je veux dire, des journalistes qui prennent position. À partir du moment où tu prends position, voilà. C'est ça qui est plus difficile. Et c'est pour ça que c'est plus rare d'avoir des mecs qui ont un univers personnel et tout ça. Parce qu'il faut réussir à prendre position. Et en France, j'ai l'impression, plus qu'en Angleterre où...
En Angleterre, les mecs sont vraiment très attentifs au texte aussi. Tu vois, tu dis un truc un peu raciste ou quoi, le public va vraiment réagir. En France, on va moins le faire. Et je le déplore. C'est-à-dire que quand je dis les gens vont réagir, c'est-à-dire dans la salle, t'as perdu les gens. C'est-à-dire que les gens, ils font « Oh, vraiment !» Tu vois, ils font « Attends, mec, tu peux pas dire ça. » C'est qu'ils sont vraiment là. Ils sont pas en mode juste on écoute un gars. Ils sont vraiment avec toi, quoi. En France, c'est moins critique, tu penses? En France, on a plus le 4e mur qui nous a éduqués à regarder le truc comme une performance, comme un truc de théâtre. Parce qu'on a une culture de théâtre. Et là-bas, j'ai l'impression qu'ils ont plus une culture de club. C'est-à-dire que ça vient des États-Unis, le stand-up. Je suis pas un historien du stand-up, je tiens à dire. Je répète ce que j'ai vu et ce que j'ai cru comprendre. Après, voilà quoi. Mais laissez vos commentaires sur interview critique, voilà. Non mais en fait, eux, ils avaient beaucoup la culture de genre, t'as un bar et au coin du bar, il y a un mec qui est là pour faire soit de la musique au piano ou du banjo ou Dieu sait quel instrument de musique pour divertir les gens, soit des blagues. Et au fur et à mesure, ça s'est étoffé. Et après, c'est devenu des vrais clubs où les mecs disaient tu viens. Mais ce qui est bizarre, c'est que ça tourne vachement autour de l'alcool. À Édimbourg, il y avait des bars partout. Et que voilà, non, mais il faut pas se le cacher, c'est important de. C'est l'Écosse. C'est ça. Mais voilà, c'est dans la culture. Genre, on boit un verre dans un coin. Et puis, tu vois, même dans les spectacles de Jerry Seinfeld, ou là, si tu regardes le documentaire de Gad qui a fait 10 minutes en Amérique, il fait une blague. Il dit, voilà, les gars, vous êtes entrés ici, votre seul prix, c'était 2 verres. C'est parce que c'est en rapport avec être dans un bar, boire un verre, manger un truc, et en même temps, tu regardes un show. Donc, ils ont vachement cette culture de cabaret, et c'est aussi pour ça que les gens parlent au public. Parce qu'en France, je trouve que ce qu'il y a de bien, c'est qu'on parle moins aux gens, parce qu'on a ce côté un peu plus distant de, on sait ce que c'est qu'une pièce de théâtre. Mais en revanche, un spectacle de stand-up, on va avoir un peu plus de mal. Et un spectacle de danse contemporaine sur de la musique minimaliste électronique, je n'irai pas. Non, mais c'est pour te dire que j'ai beau dire il faut éduquer le public de stand-up, moi je suis pas éduqué à d'autres choses. Mais tu vois, en tant qu'être humain, de moi, voilà, j'ai 32 ans, je connais pas, je suis pas un grand fan de danse contemporaine. Et j'irai là-bas, peut-être je m'ennuierais, peut-être je trouverais ça sublime, mais il faudrait que quelqu'un me fasse découvrir petit à petit. C'est ça en fait. Et j'espère qu'au fur et à mesure, je tiens à dire ça parce que j'ai pas envie qu'on pense que ce soit une critique prétentieuse, le mec qui dit ouais, le public sait pas. C'est normal qu'il sache pas parce que ça fait 10 ans. Quand on aura 40 ans de stand-up, ou si ça continue, que les gens aiment bien en faire, et ça, c'est parti pour, parce que là, il y a presque une saturation. Tous les gens que je rencontre font du stand-up, je veux dire que c'est incroyable. Oui. Et ben, je suis sûr que ça va être de plus en plus qualitatif et tout ça, et tant mieux, super, bravo. Mais les gens vont être vachement à l'écoute de ça, et on pourra aller dans des choses qui sont plus personnelles, plus fines, et comme dans toute la musique, tu vois. Tout ce qu'on a fait en musique, j'espère que ça arrivera en stand-up. C'est un peu le rock'n'roll des blagues, voilà. Il y a eu du rock et puis après il y a eu des fusions. Voilà, là, j'espère qu'on va aller dans du jazz fusion. Du stand-up. Du stand-up jazz fusion. Yacine est sur Facebook et Twitter, tous les liens sont dans les commentaires. Alors on a parlé de plein de comédiens, vous pourrez en avoir un aperçu sur l'original.net. Tous les sketchs malheureusement ne sont pas sous-titrés, mais ça vous donnera une petite idée de ceux dont on a parlé. N'hésitez pas à vous abonner aussi sur Facebook, Twitter, SoundCloud et YouTube. Bien sûr, si ça vous a plu, si vous voulez être tenu au courant pour les prochaines interviews et les autres expériences, le prochain évidemment arrive très vite. D'ici là, portez-vous très très bien. Des gros bisous. Ciao.